avec l'espace de la parole. Et je remercie tout un chacun ici, juste plus contradictoire, bien évidemment, n'est-ce pas, de permettre justement cet échange de parole, parce que comme le dit Camus dans la chute, si vous vous souvenez de cette phrase très forte, Camus dit, nous avons remplacé le dialogue par le communiqué. J'aimerais que l'espoir, le progrès, ce ne soit pas simplement un communiqué de l'homme. Je vous remercie. Merci Roland. Le programme étant un tout petit peu bousculé, on ne t'en remercie que davantage. Je voudrais bousculer avant de passer la parole à Aurélien, faire une petite remarque par rapport à ce qui vient de se passer. Moi, je crois que notre bouquin est un temps qui n'aurait pas pu exister si d'une part, Roland, dans son précédent bouquin sur les imposteurs, et le prochain qui devra présenter le 16 mai et qui prolonge cette pensée. Si ces deux livres n'avaient pas existé, et si ce qui était dans le deuxième, dans le nouveau, n'était pas en germe, et en quelque sorte commun à un grand nombre de ses contributeurs. Mais ce livre n'aurait pas pu exister non plus s'il n'y avait pas eu des gens comme vous, des directeurs d'hôpitaux, des techniciens, peut-être des technocrates, qui n'y avaient pas apporté leur contribution de l'intérieur. Et je vous remercie parce que vous me donnez l'idée de vous inviter, vous et d'autres, à nous amener votre expertise de ce qui, à l'intérieur de vos fonctions, peut nous éclairer sur ce que nous dénonçons et nous aider, parce que vous êtes finalement le mieux placé pour savoir à quel endroit l'imposture elle fonctionne. C'est-à-dire, vous le dites d'une certaine manière à propos, par exemple, du coût de la santé. Mais vous savez certainement beaucoup mieux que moi qu'est-ce qui, dans ce coût, est légitime et qu'est-ce qui n'est pas. Et dans cet ouvrage, les contributions sont des contributions de gens qui, de l'intérieur, nous ont éclairé sur ce à quoi ils étaient contraints de collaborer, mais qu'ils n'en pensaient pas moins dans bien des cas. Et vous avez, vous, cette expertise, je pense que si vous êtes venu, et si le livre sur l'imposture vous a intéressé, c'est peut-être justement parce que dans votre propre fonctionnement, vous savez à quel endroit l'imposture fonctionne et l'arnaque que cette imposture porte. Vous savez comme moi que dans ces frais médicaux que vous êtes obligés de payer, il y a des taux invraisemblables de publicité, des taux faramineux qui ne concernent en rien la santé, si ce n'est celle du portefeuille des actionnaires de ces industries pharmaceutiques que vous êtes contraints de servir. Et je pense que dans cet ouvrage, il y a la contribution de ces gens qui, de l'intérieur, vous avez vu qu'il y a un haut fonctionnaire capable de dire son nom et qui nous éclaire sur le système de notation des agences de notation, dont Roland disait tout à l'heure qu'elle n'avait jamais rien pu prévoir. J'ajoute, si ce n'est ce qu'elles avaient entraîné. Je parle de la Grèce et du Portugal, qui ont été ruinés au plus grand bénéfice de ceux pour lesquels les agences de notation avaient travaillé. Il faut plus se rappeler. Donc ils annoncent que ce qu'ils ont prévu vient se passer. Je pense que ce sont des techniciens comme vous qui savaient et qui pouvaient contribuer justement à faire que nous ne restions pas, et que vous comme d'autres ne restiez enfermés précisément dans cette pensée technocratique. Parce que vous savez très bien qu'il y a un avant et un après, il y a un amont et un aval à tout ce fonctionnement, et qu'il y a des alternatives. Simplement, c'est sûr qu'à votre niveau, peut-être que dans l'exercice de ces fonctions, vous ne pouvez pas les envisager. Et ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas nous aider à les penser, et les penser avec nous, pour précisément faire en sorte que des alternatives existent, et c'est sur quoi nous essayons de contribuer. Donc, je suis tout à fait à votre disposition si on trouvait le temps pour échanger sur ce sujet, et si les quelques-uns que nous sommes ici avons suffisamment d'énergie pour continuer à réfléchir et à vous réunir, pour que précisément votre contribution puisse nous venir en aide. Donc voilà ce que je voulais ajouter par rapport à cet échange. Et avant de passer la parole à Aurélien, est-ce que je passe la parole à toi? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent intervenir sur ce qui s'était dit, ou est-ce qu'on... Oui, je voyais des mains qui s'étaient levées avec le repris. Vous parlez de 3 points, vous avez parlé de l'austérité, de la liberté, et donc votre troisième point, c'est ce que vous appelez la technique? Non. J'ai pris trop de temps, je ne pouvais pas me permettre, mais c'était sur le partage des richesses. Et si vous voulez, je pense qu'aujourd'hui, justement, c'est moins un partage des richesses qu'un partage des risques. Donc, il a fallu voir une société de risque humanitaire. Et donc, essayer de faire basculer sur l'autre la misère et les risques. On le voit très bien, par exemple,
avec la question des échanges intra-européens, qui va valoir quand même 2/3 de nos échanges. Oui, Je voudrais juste dire un mot dans la mesure où vous avez parlé de la Grèce antique d'abord, et puis de Jean-Pierre Vernant, et de la Grèce actuelle. Je pense qu'il faut dire, et je l'ai dit un jour ici à une réunion de l'appel des appels, que la Grèce est le modèle même d'un pays qu'on a tué, qui a été le véritable laboratoire de la mise à mort d'un pays au nom de tous les principes technocratiques, financiers, etc. Ce pays n'existe plus. Je le dis alors qu'on est en train de dire la Grèce a pu de nouveau prendre faire de nouveau des emprunts. C'est des blagues. Les gens sont en train de crever en Grèce. Les gens sont en train de crever en Grèce et ceux qui payaient des impôts, par exemple les fonctionnaires, les gens qui ont toujours payé des impôts, ils vivent avec des retraites épouvantables, et pour ceux qui vivent encore, parce qu'il y en a énormément qui se sont suicidés. Et donc on a mis à mort ce pays pour démontrer que, au fond, voilà ce que ça pouvait donner, quand on n'obéissait pas, hein, quand on n'obéissait pas, et qu'on ne se mettait pas aux ordres. Et maintenant, on est en train de dire, on a peut-être été trop dur avec la Grèce, mais l'université est morte, les rapports sociaux sont morts, et vous voyez ce que ça donne? Ça donne Christiardi, c'est-à-dire le mouvement de fascistes qui se déroule dans les rues d'Athènes en levant le bras comme des nazis. Absolument. Merci, Jeannette. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, on va essayer d'utiliser. Oui, effectivement, moi j'aimerais revenir le système fait système. La technocratie comme solution pour réguler des entités impossibles à satisfaire dans leur antagonisme, c'est vrai que ça fait système. Alors, il est vrai que nous sommes dans un monde capitaliste, ultra-capitaliste, et que le médicament, et bien d'autres choses, rentrent dans un business, et que la santé est un business. C'est évident. Mais comment... alors, je comprends très bien l'appel politique qui est fait derrière cette analyse, mais quel est le début de solution pour essayer de trouver un autre système de financement? On est véritablement devant des situations financières qui sont extrêmement lourdes. Alors, le fait de démonter une chose. Je pense que c'est une autre discussion et on aura peut-être à échanger autour des décisions qui ne sont jamais prises et qui restent à prendre pour que justement notre système puisse voir le jour. Il est une question de décisions devant lesquelles on recule et devant lesquelles un certain nombre de gouvernements n'ont pas reculé. Roland en a rappelé quelques-unes tout à l'heure. Je pense que là, on entre dans une autre discussion, mais je pense qu'on pourra l'avoir. Pour l'heure, on va revenir à la question de cet ouvrage, parce que nous tient à cœur de vous dire ce qu'il y a dedans pour vous permettre éventuellement d'y aller voir de plus près, pour poursuivre précisément ce travail, comme je vous ai invité, vous comme tous les autres, tout à l'heure. Alors Aurélien, si tu veux bien faire un rapide survol de ce basé. Bien, je vais faire très rapidement. Donc, j'ai mis en évidence en fait plusieurs piles dans ce bouquin, qui a parfois l'apparence d'une nouvelle d'Orwell ou d'Aristote. Le premier étant la logique qui sous-tend et soutient la notion d'objectivité, les grilles, celle de la gestion et de sa rentabilité. On y est revenu assez longuement. Il s'agit d'évaluer apparemment, objectivement, les professionnels, les usagers, qu'ils soient de l'éducation, de la santé, du social, et de voir s'ils sont efficients ou non, traitables ou non. Cela passe par un découpage des compétences, des fonctions, des souffrances, dénaturant les pratiques et les conditions de chacun. Découpage pour le moins arbitraire, où la subjectivité, les partis pris et les intérêts des concepteurs des grilles ne semblent pas a priori à remettre en question. Pardon.
L'un des exemples qui m'a le plus interpellé est celui autour de la conception de la mort, le déplacement des critères depuis 2005 en France permettant d'avoir un immense réservoir d'organes prêts à être consommés. Non, excusez-moi, avec transplanté. Le second pilier est celui du contrôle des personnes à travers les grilles. Leur rôle est alors de prévoir et prévenir certains comportements humains à partir de quelques caractéristiques et savants calculs corrélationnels. Donc à partir de là, ces probabilités se transforment en certitude et engendrent de la suspicion. Elle n'est pas sans intérêt dans la gestion des masses et nombreux sont ces avatars comme la sécurité ou la petite enfance, où la détection très précoce des troubles comportementaux chez les enfants est censée annoncer un parcours vers la délinquance. Néanmoins, c'est gris où il est question capitale dans les fonctions que nous exerçons. Qu'en est-il du cas par cas, des aléas, de la rencontre, du sens de nos pratiques? Bien sûr, s'il ne s'agit pas de les rejeter en bloc, toutes telles qu'elles sont, un regard critique où le doute serait de la partie paraît intéressant à développer. Cependant, est-ce qu'il est encore aujourd'hui possible de douter de ces questions? Voilà. Voilà le discours du il fallait le faire en 2 minutes 30. Il fallait le faire parce qu'effectivement, autour de cette thématique, beaucoup de contributions. Une d'entre elles autour des travaux de la magistrature, dont tu nous parles un petit peu, Josiane. Alors, je vais essayer d'être rapide ici, parce qu'il reste 2 minutes, on va essayer de pas en prendre beaucoup plus. Pour dire d'abord que j'ai été frappée par votre débat, et je voudrais commencer par dire quelque chose à ce sujet, parce que ça m'a fait penser à mon institution, à la magistrature. Et je me disais que, dans ce que disait Roland, peut-être un peu rapidement, que si les médecins, eux, faisaient prédominer l'intérêt du soin par rapport aux directeurs d'hôpitaux qui étaient plus dans l'économie, je me suis dit, est-ce qu'aujourd'hui, les mêmes directeurs médecins confrontés aux mêmes difficultés économiques ne seraient pas aussi dans la même situation que les directeurs d'hôpitaux? Et pourquoi je m'autorise à dire ça? Parce que nous-mêmes, dans nos juridictions, nous sommes gérés par les magistrats. Et nous sommes dans la même difficulté et dans les mêmes contraintes. Et précisément, les magistrats refusent de voir venir des technocrates issus des ENA. En fait, c'est effectivement ça l'idée, que des ENA viennent diriger les juridictions du point de vue justement du social. Et les magistrats le refusent. Ont-ils raison de le refuser? J'en sais rien, parce que nous sommes vraiment confrontés à la même question qui est celle de la gestion de la pénurie. En fait, on en est véritablement là aujourd'hui. Alors, autre question, je m'inscris comme ça un petit peu finalement en point. Autre question, quand j'ai découvert l'article écrit par une collègue et amie du syndicat de la magistrature, je me suis dit qu'en fait, finalement, elle avait choisi que le syndicat soit présent en cours. Je crois que c'est vraiment ça l'idée. C'est que le syndicat de la magistrature s'inscrit depuis le début dans l'appel des appels et veut être présent dans ce que fait l'appel des appels. Mais au fond, elle parle là dans l'ouvrage de l'évaluation et des grilles d'évaluation des magistrats. C'est pas très important. Ça n'est vraiment pas très important parce que l'impact n'est pas essentiel, les carrières ne se font pas forcément à partir des grilles d'évaluation. Ce qui me paraît beaucoup plus essentiel dans la magistrature, c'est effectivement la question de l'indépendance, mais qui est une question qui n'est pas du tout liée, me semble-t-il, exclusivement à cette évaluation par des grilles et par des petites croix que l'on remplirait. On sait très bien, et j'en en avoir parlé encore hier avec un chef de cours, que finalement, ça n'est pas la façon dont on remplit ces grilles, où on met des petites croix, mais c'est bien plus sur les mots qu'on peut indiquer. Par exemple, quand quelqu'un a envie d'aller à la cour de cassation, eh bien, il faut surtout insister sur ses capacités rédactionnelles.
Quelqu'un qui, au contraire, voudrait s'orienter vers la direction d'une juridiction, il faut plus insister sur ses capacités organisationnelles. Donc en fait, c'est pas l'Église, c'est beaucoup plus ce qui peut être lu par les initiés exclusivement et par l'usage que l'on peut faire. Je crois que la question elle est un petit peu à côté, et par contre, ce qui me paraît alors crucial aujourd'hui dans la magistrature, c'est la question de la quantité. Effectivement, on n'est plus du tout en capacité de penser le travail de la magistrature en travail de qualité, mais en travail quantitatif. On est un bon magistrat parce qu'on rend temps et temps de décision, ça c'est clair. Parce qu'on va évacuer le maximum de stock, peu importe la façon dont on va essayer d'expliquer, parce que le temps que l'on prend à rédiger une décision, c'est destiné à celui qui va la recevoir et qui va pouvoir du coup comprendre pourquoi le magistrat a pris telle décision. Ce qui n'est plus très important, ce qui est important, c'est de pouvoir dire on en a rendu tant et tant par mois, par semaine, etc. Donc je crois que ça c'est vraiment au cœur de la difficulté aujourd'hui de l'institution judiciaire. Et ce qui a été effectivement catastrophique pour nous, c'est la nôtre, dans laquelle on a dû inscrire une institution qui forcément ne peut pas être rentable. Et pourtant, alors aussi de manière un peu paradoxale, il y a des chiffres que l'on ne veut pas voir. À partir du moment où il y a autre chose qui est en jeu aujourd'hui, qui est cette volonté de répondre à un populisme, mais que l'on développe par Montesquian, plutôt en Montesquian, c'est populisme qui fait qu'on demande à la magistrature d'être de plus en plus répressive. Et là, on n'essaye pas d'évaluer le coût de cette logique, parce que le coût est impressionnant. Incarcérer les gens comme on n'arrête pas de le faire aujourd'hui, les prisons explosent, ce qui nécessite la construction de nouveaux établissements. Et pour la première fois, je pense que ce sont des chiffres aussi qui sont intéressants, pour la première fois, le budget de l'administration pénitentiaire, qui est inclus dans le budget de la justice, le budget de l'administration pénitentiaire dépasse le budget des institutions judiciaires pour le surplus. Donc ça, c'est quand même la première fois dans l'histoire que ça arrive, et c'est bien parce qu'on est dans cette logique de punir plus et punir uniquement par l'incarcération. Et là, on ne s'intéresse pas aux chiffres. Curieusement, là, on n'était pas dans savoir le prix. Le prix de journée moyen de quelqu'un en détention, c'est 75 €. Donc, à force de multiplier, évidemment, c'est beaucoup plus cher. Payer des travailleurs sociaux qui pourraient intervenir dans le cadre d'aménagement de peine, ça serait certainement beaucoup moins coûteux pour l'État. Logique, puisqu'on va précatiser tout. On va précatiser non, parce qu'on a très peu d'acquéreurs. On a peu d'acquéreurs, on en a très peu. On en a très peu qui sont Il faut faire appel d'offres. Oui, il y en a très peu qui sont et j'en arrête là, mais je vais dire un mot sur la vidéosurveillance, pour dire que la vidéosurveillance, je crois que c'est une sorte de marché, avant tout. De même, et là je vais peut-être déplaire à un certain nombre de personnes dans la salle, de même que le développement de la médiation aujourd'hui est aussi une question de marché, mais malheureusement pas du tout lié à l'idée de vouloir aplanir et faire en sorte que les gens deviennent acteurs de leur conflit, ça n'est absolument pas ça, c'est encore une fois permettre effectivement au marché d'exploser à un certain niveau. Et sur la vidéosurveillance, qui moi m'a navré, c'est que j'espérais qu'il y aurait un sursaut de la part de l'opinion et que lorsque les communes sont contraintes de consulter les habitants avant d'installer la vidéosurveillance dans un lieu, eh bien ce qui est absolument navrant, c'est de constater que la population est pour la vidéosurveillance, massivement pour la vidéosurveillance, quitte à se faire filmer dans sa propre salle de bain, lorsqu'on leur dit mais si on met des caméras là, on va voir dans votre appartement, mais peu importe, puisque la sécurité serait à ce prix-là. Donc ça, ce sont des choses qui, moi, effectivement, m'affectent beaucoup, et cela me fait me poser un certain nombre de questions sur la démocratie aujourd'hui, et la façon dont on pourrait l'exercer de manière peut-être un petit peu plus responsable.
Alors, Christine. Donc j'ai participé avec l'appel des appels. L'appel des appels a fait une collecte de grilles d'évaluation. J'ai gentiment, étant à l'appel des appels, fourni des grilles d'évaluation. Et un jour, on m'a dit, mais il faut l'article qui va avec. Donc, je voudrais d'abord dire, moi j'ai lu ce livre sans connaître les autres contributeurs. Je l'ai trouvé très intéressant. J'ai appris plein de choses dans plein de domaines. Sur ce qui s'y passe, et je vous le recommande. Je me permets, juste comme petite contribution. Et je voudrais aussi dire que Claude avait fait tout un travail sur le plan qui était formidable. Je le trouve bien construit. Et voilà. Donc moi j'avais écrit par rapport à des grilles qui se passent dans le travail social. J'ai mis deux exemples. Un exemple qui est sur les procédures de travail et un autre qui est sur le diagnostic des personnes. Les procédures de travail, je pense que maintenant tout le monde connaît un petit peu ça, c'est une évaluation programme. Oui, ça ne marche pas très bien. C'est une évaluation programme, à savoir que plus qu'une évaluation de valeur, c'est une façon de nous imposer une manière de travailler, une manière de penser, et qui parfois, qui souvent, nous interdit de penser, puisque dès qu'on est hors grille, ça n'a plus de valeur, ça n'est plus autorisé. Ce qu'on peut remarquer dans les choses que j'ai mises en valeur, c'est à quel point ça valorise le faux semblant dans les établissements maintenant, dans le social, avec les grilles d'évaluation. On est focalisé sur des diplômes, sur quoi avoir l'air d'eux, et le contenu, il passe beaucoup de temps pour du travail je dirais. Ce que je trouve frappant aussi, c'est à quel point il y a des choses complètement contradictoires qui ne sont plus pensées. Je donne l'exemple dans mon texte. Excusez-moi, je n'aime pas parler. Mais je donne l'exemple dans mon texte de la question de la sanction et d'un autre côté la question de la maltraitance. Il va y avoir tout un tas d'indications sur comment appliquer la sanction. Il va y avoir un tas d'injonctions sur ne pas maltraiter les gens. Ne sera jamais posé la question, par exemple, de quand est-ce que la sanction devient maltraitante. Et du coup, on est constamment dans une pensée morcelée et on est à nouveau les choses. On est là. Voilà. L'autre grille que j'ai mise, c'était une grille d'évaluation d'usagers. Savoir si les usagers sont dangereux ou pas, pour eux-mêmes ou pour les autres, on ne sait pas trop. Ce qui était intéressant avec cette grille, c'est pas une sorte de l'étude sociale, ce qui était intéressant avec cette grille, c'est que quand je l'ai trouvée, j'ai aussi trouvé, elle existe depuis 1993, donc elle a toute une histoire. Elle a été appliquée dans une région, la Champagne-Ardenne, pendant 10 ans, et il y a eu ensuite une étude faite à partir de cette grille. La grille était faite pour améliorer les centres d'hébergement pour personnes dangereuses, des centres de psychiatrie, etc. Et en fait, ce dont on se rend compte, c'est que quand on a comme ça 10 années de notation des personnes qu'on note à l'entrée et à la sortie, c'est une note. Plus vous êtes proche de 20, pire c'est, plus vous êtes proche de 0, mieux c'est, puisque le risque maximal, c'est 20. Donc, on note les usagers, à l'entrée, à la sortie, ça permet de noter les travailleurs sociaux, est-ce qu'ils ont amélioré ou pas la note des usagers, ça permet de noter les établissements, et on cumule les notes des travailleurs sociaux, les départements, etc. Et en fait, quand on a une analyse sur 10 ans des résultats, ce qu'on se rend compte, c'est que, a priori, la performance mesurée va tout le temps en diminuant et que ça ne donne aucune indication de ce qui se passe dans les établissements. La seule explication que donne, c'est une personne de la DAC à l'époque, donc elle avait définie à 15 ans, la seule explication qu'elle donne à cette baisse de performance qu'elle constate, c'est le contexte social est plus difficile. Donc ça n'apporte vraiment absolument rien en termes d'amélioration, alors que c'était le but de la voilà, je voulais juste dire ça. Je voulais vous parler d'une autre grille que j'ai lue dans le livre, c'est la grille Dominique, qui permet de noter les enfants.
Je voulais vous en parler parce que j'ai trouvé très intéressant d'avoir le détail de cette ligne, le test de Dominique, qui se présente comme un jeu vidéo qu'on fait faire aux enfants. On leur présente un petit Dominique qui se balade et qui vit sa vie, et qui lève le matin, il est content de se lever le matin. Est-ce que toi, comme Dominique, tu es content de se lever le matin, que l'enfant est amusé avec nous, que lui, comme Dominique, il est content de se lever le matin, content d'aller à l'école, content de se laver les dents, de bien regarder votre traversée. Et puis de dire des mensonges, est-ce que comme Dominique, toi aussi tu dis des mensonges, et puis est-ce que comme Dominique, toi aussi tu as cassé des choses, etc. Ce qui me paraît important quand on dit ces grilles, c'est à quel point ça peut devenir pervers. C'est un test qui se présente comme un jeu pour des enfants, qui les invite à une identification, où toute une partie des items qui font comme Dominique, c'est bonne note. S'ils font comme Dominique, pour l'autre partie des items, c'est mauvaise note. Et enfin, je vous invite, c'est l'occasion de lire ces items. Je trouve ça assez terrifiant. Je trouve que l'avant-dernière question, la question mondiale sur 94, du test Dominique, pour les enfants, c'est quand même savoir, est-ce que vous avez aimé jouer au test Dominique?